Julia. Bonjour Stéphane. Et bonjour à tous et à toutes. Et on est ravis aujourd'hui de vous accueillir pour ce premier numéro, on l'espère, d'une longue série de regards croisés autour des sujets de performance. Donc ça fait écho avec des sujets de santé économique, de santé financière, de santé des dirigeants, d'énergie. Et on s'est dit que sur ces thématiques où on avait des regards un peu différents, le mieux c'était d'aller voir ceux qui savent, ceux qui ont fait, ceux qui ont eu des résultats pour qu'ils nous inspirent en fait. Et c'est pour ça qu'on a deux invités aujourd'hui. Est-ce qu'on les présente maintenant ? Allez. Donc Régis, je te laisse te présenter. Régis, je suis cofondateur et CEO de MyUnisoft, qui est une solution de production comptable dédiée aux experts comptables et à leurs clients et conçue sur le mode du Forest and Bias pour nos experts comptables, Et c'est quoi alors ce Forest and Bias là, pour ceux qui nous voient ou qui nous écoutent ? D'une manière capitalistique et de la gouvernance, ce sont les experts comptables qui prennent leur destin en jeu. D'accord. Qui ont décidé d'investir dans une solution et qui maîtrisent la gouvernance de cette solution. Vincent, si tu veux peut-être te présenter et nous dire quelques mots aussi de ton parcours et des enjeux peut-être de mobilisation. Pour toi, qu'est-ce que ça évoque ? Ancien athlète de haut niveau, spécialiste du 110 mètres haies, donc en athlétisme, avec plusieurs sélections en équipe de France, demi-finaliste olympique entre autres. J'étais également entraîneur des équipes de France de relais 4x100 hommes et femmes qui ont été médaillés aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde et aux Championnats d'Europe. Et tout récemment, j'entraîne également un athlète issu du sport adapté qui vient d'être champion paralympique à Tokyo. Génial. Voilà. Donc je suis très axé sur la performance et au fil de ma carrière, j'ai pris conscience que l'investissement en tant qu'athlète que je mettais dans l'entraînement n'avait pas un retour sur investissement suffisamment important, suffisamment élevé. D'accord. Donc je me suis toujours interrogé sur les valeurs qui étaient en mesure de pouvoir apporter un meilleur rendement sur la pratique. Écoute, là je crois qu'on a un deuxième invité de choix, donc tu nous en parleras j'imagine tout à l'heure avec des solutions innovantes que vous portez et un protocole. Et puis nous, où effectivement on est plutôt sur l'énergie collective. Pour essayer d'identifier et d'aider les organisations à booster justement la mobilisation vers un intérêt supérieur. Et puis Vincent était déjà en train de nous lancer les thématiques avec le champ des possibles tout à l'heure et la dimension un peu amélioration continue sur ces sujets, les expertises. Moi j'ai peut-être une première question pour Régis. Pour toi, mobiliser un collectif, par exemple d'experts comptables, mais j'imagine que ce n'est pas les seuls sur les professions financières, vers demain, ça veut dire quoi ? Depuis le début des années 2000, on ne peut pas lire de texte sans voir, autour de l'intelligence artificielle, sans voir comme premier métier à être disrupté, le comptable. Et donc la question, c'est comment se mettre et se projeter par rapport à tout ça. Donc est-ce que individuellement, je peux me sortir de cette situation, ou bien il faut qu'on puisse se regrouper pour travailler le sujet et se projeter. Génial. Les anglo-saxons disent empowerment, nous on va dire responsabilisation vers demain. Je prends à mon niveau une part des enjeux collectifs. Pour toi qui entraîne et qui a entraîné des collectifs, est-ce que tu as un exemple d'une situation marquante de ce que ça veut dire de mobiliser collectivement ces énergies vers demain? Moi, j'étais le spécialiste de la transmission. De la transmission, donc la transmission du témoin, puisque c'est le témoin qui est mesuré du départ jusqu'à l'arrivée. Et plus la vitesse de transmission est efficace, efficiente, plus le témoin va vite et plus la performance est élevée. D'accord. Donc, pour le coup, ça ne représente que 3 zones de 30 mètres. Mais ces 22% d'espace de travail représentent à eux seuls 80%, enfin plus de 80%, 77,5% de la performance totale. Si la prise de conscience de la personne qui a ce témoin et qui dit moi j'ai fait mon job, j'ai transmis le témoin d'une façon plus ou moins efficace, simplement en se concentrant sur son propre job, sans avoir la préoccupation de la dimension du projet général. Ce que m'a appris le relais, c'est que le rôle du remplaçant est quelque chose de fondamental.
et de déterminants. S'ils ne sont pas investis, on dit ouais, de toute façon, moi je ne suis pas titulaire. Bon. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont être en situation? Une salutation pour lui, il s'appelle Beau. En pratique, comment on fait pour embarquer sur un projet collectif quelqu'un qui fondamentalement le voit comme un enjeu individuel? Mais ça m'évoque un deuxième sujet. Nous, on a travaillé avec Jean-François il y a quelques années avec Beau justement sur le passage de consignes. Qui est ce moment dans l'industrie où une équipe de nuit va venir transmettre le relais de ce qui s'est passé pendant la nuit à l'équipe de jour avec toutes les pannes, toutes les difficultés, pour vraiment la mettre en condition de pouvoir réussir la séquence suivante. Et c'est là où on a vu qu'au-delà de la technique, sur ce moment-là, il y a tellement d'enjeux qui sont du domaine de l'humain qui font par exemple qu'on n'a aucune envie de passer cette information à un tel, ou qu'on veut être le sauveur. Donc si on a trouvé la solution à la panne, on ne passera pas l'information à son collègue, où on se rend compte en fait de l'importance de la relation humaine sur le volet en fait du rendement, et qui n'est pas juste du domaine de la logique. Jean-François? On s'aperçoit qu'il y a des distorsions toujours, et une équipe s'effondre quand il y a ce décalage entre les objectifs individuels et les objectifs collectifs. Ça veut dire que mon objectif individuel ne rencontre plus l'objectif collectif. Est-ce que vous, en tant que responsable d'unité collective, vous avez la perception de cet instant où il va falloir agir sur remettre la personne dans le sens du collectif, parce que ça ne rencontre plus son aspiration personnelle? Donc ça relance la problématique de la singularité, en fait, la singularité et comment gérer la diva. Et c'est ça. Il ne faut surtout pas casser la singularité, mais au contraire l'exalter, la transcender dans l'esprit, toujours dans l'esprit, dans un esprit contenu, dans l'esprit de la culture du projet. Et pour ça, j'anticipe un peu ce que tu évoquais, Stéphane, au sujet de la façon dont on pouvait mettre les choses en place. Donc j'anticipe. Comment est-ce qu'on le met en place? Quand on est un individu, c'est de savoir d'où on vient. Quelle est l'origine quand on intègre une entreprise, quelle est l'entreprise dans laquelle je mets le pied? Et quand je mets le pied dans l'équipe de France de relais, quelle est l'histoire de ce relais? D'où vient-on? Qu'avons-nous fait? Où nous sommes-nous plantés? Où avons-nous réussi? Donc moi je les ai remis dans l'épopée du relais 4x100 des années 60, dont l'auteur était Joseph Maigret, avec les Picmal, Delecourt, Feugnot et tous ces sportifs. Et je leur ai dit que ces sportifs-là, individuellement, étaient inconnus. Et pourtant, ils ont été médaillés olympiques. Et donc, très souvent, les athlètes qui sont dans le collectif s'améliorent au fil du temps sur leur projet individuel, alors qu'ils ne l'auraient pas été s'ils s'étaient simplement investis sur leur projet individuel. Parce que le projet individuel ne leur permettait même pas de pouvoir se qualifier à un championnat du monde, à un championnat d'Europe. D'accord. Alors que très éloigné des minima individuels, très éloigné des minima individuels, donc incapable de pouvoir se qualifier aux Jeux Olympiques, eh bien vous aviez une chance de pouvoir vous qualifier aux Jeux Olympiques ou aux championnats du monde à travers le relais. Excellent. Ça me fait réagir par rapport à la différence entre motivation et mobilisation, parce que, comme tu le disais, la motivation, c'est qu'est-ce qui va me donner envie de le faire, donc c'est intrinsèque, mais à la fois, ça a des sources qui peuvent être internes ou externes, et là, typiquement, ça devient une source de motivation. Exactement. Et c'est l'externe qui l'apporte, donc tout n'est pas forcément que de soi, et c'est intéressant parce que, oui, bien sûr que l'introspection et la connaissance de soi, elle est nécessaire pour connaître ces sources de motivation, mais ça peut aussi venir de l'externe. En France, un des qualificatifs préférés des managers, c'est pas mal. Et parce qu'on a un vrai sujet avec le fait de dire good job, bien. Et que c'est pas un good job qui doit être décorrélé du fait que je le ressens vraiment, c'est pas manipulatoire juste pour te shooter à la motivation. D'autres l'ont fait, mais qui est de savoir regarder l'élément qui va être déclencheur d'une énergie qui va être déclencheur du résultat demain, en fait, de cette vision collective. Je rebondis du coup avec toi, parce que ce côté vertueux, pour Unisoft, c'est pas rien. C'est-à-dire tu vas devoir faire un effort au démarrage quand tu rentres dans le système pour gagner demain. C'est vrai que nous, on vient du monde de la start-up et on fonctionne en méthode agile. La méthode agile qui travaille sur toute la partie d'amélioration continue. Et dans cette partie-là, on a ce qui s'appelle les daily, c'est-à-dire des réunions quotidiennes. Et donc, on est né avec le Covid, on était
15-20 à ce moment-là. On est 110, 115 aujourd'hui dans l'équipe. Et du coup, on a dû accueillir des nouveaux talents pendant toute cette période dans une organisation complètement dématérialisée. Ok. Comment ça se passe? Ça veut dire que dès lors que quelqu'un se met à travailler, tout de suite il salue toute l'équipe. Quand il y a un événement spécifique, un des événements majeurs c'est l'arrivée d'un nouveau talent. Dans ce cas-là, le lead de l'équipe le salue et puis tout le monde l'accueille. Il y a toujours la problématique, c'est quand on a un groupe fort, soit il est refermé sur lui-même pour garder sa force, soit il est plutôt il utilise cette force-là pour pouvoir grandir et toujours garder cette force. Au début, on était tous c'était facile, on était 10, donc on pouvait communiquer à 10. Maintenant, on ne peut pas, donc on a découpé. Mais au sein de l'équipe, en 10 minutes, chacun dit sa réussite de la journée passée, là où il est bloqué. Et donc, aux autres de pouvoir l'aider individuellement. Une fois qu'on a décidé de mobiliser pour ce projet, on a intégré l'histoire, on sait qu'on rentre dans une histoire, dans une culture. Par quoi on commence? C'est intéressant comme question et effectivement c'est des interrogations que le manager se pose quand il hérite d'un projet qui n'a pas fonctionné par le passé, dont les individus, dont les personnes ont développé des croyances, même si je viens, de toute façon, je ne serai pas titulaire parce qu'on sait que de toute façon, il prendra lui. Enfin, il y a des idées préconçues avec lesquelles il est nécessaire de composer et contre lesquelles il faut lutter. Et moi, j'étais très attaché à la façon, à l'investissement des athlètes dans le cadre des séances d'entraînement. C'est-à-dire que ceux qui étaient un petit peu, je m'en foutiste, on les voyait tout de suite. Et on voyait que dès l'instant où les mettant en situation réelle, c'était pas les plus habiles et qu'en fait ça cachait beaucoup plus, donc ça nécessitait de s'intéresser au profil, ça cachait beaucoup plus finalement de l'appréhension et de la peur. Donc une malaisance dans la situation de stress intense quand vous avez avant Covid dans des stades de 50 000 personnes, il y en a qui perdent leurs moyens. Et puis ça pouvait révéler aussi des personnes beaucoup plus timides, un petit peu plus discrètes et qui finalement s'épanouissaient totalement dans la performance. Alors comment, lorsqu'on arrive, quand on est manager et qu'on arrive avec une équipe qu'on découvre, on doit dire de ces individus, de ces individualités, il faut que je fasse une équipe. Les choses sont très simples en fait. Il faut trouver un moyen qui permette de pouvoir développer, en tout cas la cohésion, elle ne s'impose pas. Elle se génère, elle se crée. Elle se crée parce qu'on a créé les conditions. Je suis content d'entendre ça. On a créé les conditions qui permettent de développer de la cohésion. Alors, moi je me suis appuyé sur quelque chose de simple. Je me suis dit, nous allons repartir de l'endroit où s'est créée l'histoire du record du monde, du relais 4x100 mètres, dans les années 90, avec un entraîneur emblématique du relais qui s'appelle Joe Maisetti. Et je me suis dit, cette équipe, qu'est-ce qu'elle avait d'écosystème qu'est-ce qu'elle a rencontré comme conditions favorables dans son collectif pour aller générer ce résultat? Voilà. J'ai récupéré les relais de l'époque où les acteurs jouaient s'entraînaient, jouaient, s'amusaient, de façon à ce qu'ils puissent avoir entre les mains les témoins qui avaient été préservés par Joe Maisetti de l'époque où ils s'entraînaient. Donc ils ont pu faire des séances avec pour s'approprier cette histoire et cette continuité. Et donc là, d'un seul coup, ils sont sentis non pas investis individuellement, mais en tant que potentiel collectif relais, ils sont sentis eux-mêmes pris dans l'histoire. On a mis des règles, je les ai respectées, quitte à me séparer d'athlètes qui étaient extrêmement notoirement connus, mais dans quel sens elles s'intègrent, de quelle façon s'intègrent-elles dans le relais? Alors que dans une équipe, on est parti du principe, en faisant des analyses très poussées,
que tous les postes étaient déterminants, du départ à l'arrivée, que tous les postes étaient déterminants. Partant de là, il n'y a plus de position préférentielle ou celui qui franchit la ligne d'arrivée, c'est celui qui a le grade. Non, il n'y avait plus de poste. Là, de ce point de vue-là, c'était réglé. Sur un projet qu'il considérait être effectivement comme un tout supérieur aux valeurs individuelles. Le tout, c'est qu'il ne faut pas voir la concurrence comme quelque chose de « je vais le tuer », etc. Non, ils sont là, et grâce à eux, je vais donner le meilleur de moi. On va faire mieux, ouais. Alors là, ça me fait une super transition, parce qu'il y a une chose qui m'a surprise en préparant un peu l'échange, c'est agréablement surprise. C'est le fait de dire chez vous, visiblement, alors qu'on pourrait tenter d'aller cibler des accompagnements pour certains types de cabinets, de dire non, pour être légitime pour le métier, il faut qu'on ait une représentativité en fait des cabinets qu'on accompagne, si j'ai bien compris. Est-ce que c'était un choix dès le départ aussi? Exactement. Le gros sujet de ce métier, c'est la data. Et qui va maîtriser cette data, qui va collecter cette data, qui va pouvoir l'exploiter. Même un très gros cabinet n'a pas une quantité de data suffisante pour qu'elle soit suffisamment pertinente. Dans l'intérêt du collectif. Et donc, des prises dans de ce décision cadre-là, pour le ils métier. ont la diva, qui peut rien faire sans le collectif, ne pourra rien faire sans la data anonymisée, mutualisée, qui va pouvoir en résulter. Donc ça, c'est vraiment un point important, et chacun se sent investi de ce projet. On leur permet même de communiquer les uns avec les autres. On a créé une chaîne, une sorte de réseau social sur Slack, qui est une messagerie professionnelle. Et donc là, on a près de 2000 personnes qui communiquent au quotidien ensemble sur des sujets, sur des améliorations. Ils créent eux-mêmes leur propre club pour faire évoluer la solution. Et donc on se retrouve vraiment dans le collectif qui nourrit chacun des individus. Je bois encore du petit lait, j'imagine toi aussi, mais tu as prononcé le terme de conditions favorables, c'est exactement celui qu'on utilise aussi pour dire on ne peut pas décréter la mobilisation, en tout cas pas dans les organisations, contrairement à d'autres environnements où c'est possible. On crée les conditions du succès. Et donc avec Jean-François, à un moment donné, et quelques années sur ces thématiques-là, on s'est dit qu'on allait créer un outil de mesure basé sur de la relation et des comportements pour identifier dans un écosystème quels sont les piliers qui sont fortement présents et quels sont ceux qui manquent et qui donc nécessairement vont tirer l'énergie collective vers le bas. Et ça se décline sur pratiquement 70 comportements qui, s'ils étaient matérialisés, tu parlais de reconnaissance, c'est une des dimensions, tu parlais de projet, s'ils étaient matérialisés, permettraient d'avoir les conditions de se mobiliser à haute intensité. Et d'en faire un outil qui permet de diagnostiquer et d'aller cibler dans la relation de manière extrêmement précise. Aujourd'hui, le levier ressources dans ce collectif, c'est ça. Pas parce que le collectif nous renvoie le manque sur ce volet-là. Jean-François, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose dessus. C'est la liaison avec HRV, en fait. C'est-à-dire que vous mesurez l'intervalle dans la fréquence cardiaque, c'est ça, oui. Et vous mesurez quelque chose qui nous intéresse, qui est les différents degrés de fatigue. C'est finalement ce qu'on fait. C'est finalement ce qu'on fait avec d'autres mots et d'autres choses. C'est-à-dire qu'on établit un diagnostic sur à quel endroit dans la pulsation cardiaque, à quel endroit dans la vie de l'entreprise, à quel endroit dans la culture, on va avoir ces intervalles qui s'agrandissent jusqu'à devenir des trous béants et où l'énergie va s'en aller. Ça veut dire que nous, on cherche à mesurer ça. Et j'apprécie beaucoup ce que vous avez dit sur, mutuellement, ce que vous avez dit, parce que j'avais lu que à Liverpool, quand il est arrivé à Liverpool, Klopp a été chercher l'histoire de la ville, a été chercher l'histoire et a regardé la vie de Bill Shankly, qui avait été le manager emblématique. Et il a dit, à partir de là, on va faire un projet. Et Klopp est quand même quelqu'un qui arrive à enflammer ses équipes et à enflammer un public, ce qui n'est pas toujours le cas de beaucoup d'entraîneurs. Et je pense que la transposition là, elle est avec évidemment ce que vous avez répondu, qui est la culture d'entreprise et la déclinaison de la culture par rapport aux règles.
Nous, on travaille à la fois sur des divas, mais on pense qu'il y a aussi des barons, qui sont des gens qui mettent un état dans l'état. Et puis, il y a aussi des champions qu'on ne sait pas entraîner. Et dans les entreprises, on a ça. Ça veut dire qu'on a un panel assez grand, à la fois des divas, des barons et des champions. Et quand on ne sait pas faire, c'est pour ça que tout ce qu'on analyse là nous sert à avoir un peu plus de repères sur ces éléments. Alors tu parlais de repères, on en parlera peut-être sur la prochaine émission d'ailleurs, repères PAIRE, donc vers hier, versus repères PERE vers demain. Donc par rapport à un projet, pour pouvoir diriger et orienter son énergie. Jean-François parlait de fatigue. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que ça veut dire pour vous et comment vous mesurez ces états de fatigue en fait? En fait, comme tu parlais de repères, de piliers, il faut déjà voir comment fonctionne l'énergie individuelle. Parce que quand on parle d'énergie, on pense directement au corporel, mais en fait l'énergie, elle est pareille, hein, multidimensionnelle. Tu vas avoir l'énergie, certes, du corps, qui est une partie de l'énergie, mais tu as aussi l'énergie de ton mental, l'énergie émotionnelle, l'énergie sociale, et c'est ça ces différentes composantes qui vont créer ton énergie. Et donc chez HRV, on distingue 8 différents profils d'énergie et ou de fatigue, parce que ça dépend comment est-ce que tu te situes. Il n'y a pas de gradation, c'est pas de 1 à 8, c'est vraiment des typologies différentes. Dans l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque, on analyse comment fonctionne le système nerveux autonome. Et donc ce système nerveux autonome va avoir 2 grandes branches, le système sympathique, le système parasympathique. Et c'est comme si on allait dans une maison et que pour voir comment est-ce que le chauffage, si on voit qu'il y a des pertes d'énergie au niveau de la maison et du chauffage, on va d'abord voir comment fonctionne la chaudière, et donc on va aller au sous-sol. Là c'est pareil, avec l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque, on va aller au sous-sol, on va voir comment ça fonctionne, et du coup on va déterminer que c'est peut-être un problème au niveau de la toiture, peut-être un problème, donc voilà. Il y a différentes typologies, et en fonction de ces typologies de fatigue, il y a des remédiations différentes, comme pour l'isolation d'une maison. Donc c'est bien d'identifier la cause intrinsèque ou les causes intrinsèques pour ensuite apporter une forme de solution qui va mettre en énergie l'individu. Et ça se passe comment en pratique? Parce que pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est quoi? C'est un questionnaire? Non, donc nous en fait on part d'un outil de mesure, donc, qui est l'analyse de la variabilité, donc, qui est faite par une ceinture connectée. Et donc c'est une analyse qui dure 10 minutes, hein. C'est assez rapide et c'est absolument pas invasif. Et donc ça nous permet d'avoir un premier état des lieux de l'énergie de la personne. Et après vient effectivement un questionnaire pour comprendre le côté multidimensionnel, parce que ça on parle juste de l'énergie au niveau physique, mais forcément l'énergie physique elle est impactée aussi par l'énergie émotionnelle et vice versa. Donc on est obligé de prendre la personne dans sa dimension totale, donc que ce soit perso, pro, et aussi qu'est-ce qu'il met en énergie, comment la personne se nourrit, quelles sont ses activités, et comment elle vit. Donc là, oui, il y a un questionnaire avec un entretien avec un de nos experts, et qui va déterminer là, ok, donc on va mettre ça en place comme remédiation, et après on reprend des mesures pour voir à quel point les remédiations ont été efficaces. Donc oui, on part d'un outil de mesure qui est basé sur les mouvements du cœur, mais on s'attaque aussi à tout ce qui est satellitaire autour, parce qu'on ne peut pas prendre l'individu sans le collectif, et on ne peut pas prendre le corps sans le mental, sans le social, etc. Je vais donner mon exemple, puisque quand on s'est rencontrés, et puis il n'y a pas de hasard, hein, les uns les autres, la première chose que j'ai fait, et Jean-François aussi, c'est qu'on a fait la mesure. Oui, l'expérimentation. Et c'était un moment où, pour moi, qui était important, parce que j'avais une envie de changer de braquet, de changer d'environnement et de lancer un projet, et ça s'est matérialisé sur les courbes. Oui. Et j'étais à la fin d'une activité à devoir gérer, et en même temps à lancer la suivante. Il n'y a pas de mystère, c'est-à-dire que j'étais sur des mécanismes pour pouvoir continuer à produire, à réussir, mais sur le fond, intrinsèquement, mon corps me disait non seulement il faut changer, mais il y a des sujets sur lesquels travailler. Donc voilà, c'est le témoignage que je voulais vous faire pour vous dire qu'on peut tous être concernés après sur ces thématiques. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de l'utiliser peut-être pour
pour des athlètes et surtout qu'est-ce que ça génère, soit en bénéfice, soit en enjeux aussi managériaux, parce qu'on imagine, là on touche un levier où ça ne doit pas être facile pour communiquer sur ces sujets-là auprès de l'athlète parfois. Julien en a très bien parlé. Bien évidemment, c'est un outil que la variabilité, pour moi, ça a bouleversé, ça a complètement changé ma vie. C'est un peu comme à ce point-là. Quand le portable est à 100% de sa batterie, on peut utiliser quasiment toutes ses fonctions. Quand il arrive à 15% de sa batterie, vous avez une petite alerte et vous ne pouvez plus utiliser le flash, par exemple. Eh bien, J'adore. le principe, c'est de se dire que lorsque vous arrivez à une baisse de niveau d'énergie, eh ben, il y a des fonctions, vous n'avez plus les mêmes réactions, vous n'avez plus la même capacité de réaction. Plus on a une variabilité élevée, plus cela correspond à une capacité d'adaptation. Mobiliser ses ressources, quoi. Voilà. Souvent, il faut 1, 2, jusqu'à 3 prises pour être en mesure de pouvoir évaluer le profil de la personne, puisque c'est une signature unique. Lorsque le système ne s'active pas correctement, eh bien, voilà, on essaye de trouver des solutions qui peuvent être des solutions des ressources mentales, qui peuvent être des ressources nutritionnelles, qui peuvent être des ressources énergétiques, des ressources physiques, toutes les ressources possibles, et qui reconditionnent le mode de vie des personnes. Donc les gens s'autonomisent, et puis ils prennent conscience que leur vie peut être améliorée en fonctionnant de cette façon-là. Il y a des rendez-vous, il n'y a pas de hasard. Tu dis autonomie et responsabilité, c'est l'énergie 4 dans le modèle. Autonomisation, que tu fasses par toi-même. Responsabilisation, que tu sois capable de réponse. Ce qui n'est pas toujours le cas dans l'entreprise. Parfois on est autonomisé, on n'est pas du tout responsable, et ce qui génère exactement l'effet contraire. Hein. Mais Jean-François, tu ne fais pas écho avec les basiques aussi, le comment, parce qu'on est là-dessus. Oui, et c'est intéressant parce que notre approche par le questionnaire, chez nous, c'est aussi d'adresser aux 3 cerveaux. Et dans l'entreprise, nous, ce qu'on mesure, c'est est-ce qu'il y a du désir, est-ce qu'il y a du plaisir. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit comment dans les gestes quotidiens de l'entreprise ? Ça veut dire que est-ce que les gens sont engagés ? Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'ils sont impliqués ? Est-ce qu'il y a de la relation ? Des interactions entre les uns et les autres ? Est-ce qu'il y a de la progression ? Ça veut dire qu'on est sur des challenges, on est sur des éléments moteurs. Et on retrouve exactement ça. C'est pour ça que j'aime vraiment cette approche holistique, globale. Parce qu'on a la même, je veux dire, dans notre questionnaire, parce que c'est ce qu'on va questionner. Les éléments de relation, et j'aime bien cette culture, je dirais, par projet, qui est une culture par projet avec les éléments d'agile, qui effectivement, on donne du séquencement du temps, parce que les gens, on arrive à leur dire, voilà le point de départ, voilà l'arrivée. C'est un des vrais parallèles qu'il y a avec le sport. C'est-à-dire que dans le sport, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. L'entreprise a perdu ça. Ça veut dire que l'inertie de certaines choses ont fait qu'on voit plus clair. Quand on a un management par projet, même si vous sortez d'une phase pionnière, parce que maintenant vous grandissez très vite, vous allez rentrer dans cette phase de croissance où il va falloir séquencer pour que les gens ne perdent pas de vue d'où on est parti. Ça fait le lien. Hein. Tout ça est tout à fait très lié. Et c'est pour ça que votre fréquence cardiaque, c'est notre questionnaire à nous. Ça veut dire dans le sens où on va aller chercher ces énergies-là en disant à quel endroit on va mettre l'aiguille d'acupuncture. Moi, je viens de la médecine traditionnelle chinoise aussi, et un bon acupuncteur, il n'a pas 120 aiguilles. Hein. Il y en a 4. Bien sûr. Il y en a 4 voire 5, dans le meilleur des cas. Il y a des personnes qui ont besoin clairement d'être accompagnées parce qu'elles sont totalement perdues et elles sont dans des situations de dépression. Et souvent dans l'univers de l'entreprise, on a plus souvent affaire à des cas comme ça que des cas où les mecs ont la patate, quoi. Et des fois on s'étonne, oui, il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, mais des fois il y a des tout petits leviers, quoi, pour le manager à mettre en place. C'est ce que nous on appelle des basiques. Voilà, les basiques, dont Sur on parlait comment, effectivement tout à fait, qui permettent de pouvoir, à un moment donné, restaurer, en tout cas, une prise de conscience et restaurer une prise de confiance. C'est vrai que tu parlais de gestion par projet et également d'avant, pendant, après. Dans les méthodes agiles, va souvent alimenter l'avant du projet suivant. Là, nous, on réagit, on raisonne par sprint d'un mois. Un sprint démarre par un grooming, c'est-à-dire que c'est les équipes qui ont travaillé, c'est ce qu'on appelle les product owners qui rédigent les fonctionnalités. Elles vont les présenter aux équipes de développement qui développent. Et ça aboutit à un sprint démo, c'est-à-dire que
les développeurs démontrent, présentent les nouvelles fonctionnalités à l'ensemble des équipes. Donc on voit tout ce qui a été construit par les équipes au bout d'un mois. C'est chacun qui va analyser sa perception de ce mois et donc va exprimer, va partager et on aboutit à des prises de décision qui nous font améliorer notre organisation pour la séquence suivante. Donc quels moyens on se donnait pour arriver à un niveau supérieur à tous ces monstres-là. Tu me permets un rebond, Jean-François? Autorise-toi. La phrase fétiche. Il se parle à lui-même, vous le découvrirez au fil des épisodes. 2 fois. Énergie collective, Oui. de croissance responsable. C'est pour ça qu'on a créé, nous, qu'on a voulu franchir un braquet et créer EC2R. Qu'est-ce qu'on fait sans énergie dans un collectif? Qu'est-ce qu'on fait dans un projet sans collectif? Comment on peut se projeter vers un mieux? C'est pas au sens d'un rendement non vertueux au détriment d'eux, mais c'est aller vers un mieux en fait. C'est ça la croissance. Nos enfants sont en croissance, on leur souhaite d'aller vers un mieux, c'est pas forcément la taille. Et puis responsable parce que on a tous des enjeux collectifs qui viennent prendre le dessus sur les enjeux individuels, y compris des organisations. Un parallèle sur météo versus climat. Dans la mesure, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'organisations qui viennent et qui voudraient juste mesurer la météo de la performance, en fait, notamment managériale. Alors c'est bien, mais ça dit rien du climat, en fait. Et nous, depuis le départ, on a ce sujet-là, au travers du questionnaire, de dire non, mais on travaille le temps court, mais pour le temps long. On ne travaille pas juste ce qui va vous permettre d'aller générer du rendement à court terme, mais on veut identifier avec vous les conditions favorables pour que votre collectif trouve les solutions pour pouvoir créer son demain. Ça passe par une échelle d'intensité des comportements, Vincent. Ça veut dire, comme tu l'as très bien dit, quelqu'un ne s'est pas démobilisé dans le collectif ex nihilo, il s'est passé quelque chose, les causes génèrent leurs effets. Ça, c'est pas moi, c'est Marie Curie. Donc voilà. Mais par contre, est-ce que je me suis posé les bonnes questions pour dire dans la relation, dans l'interaction, au bon moment, les leaders ont eu la réaction qui permettait de donner plus de chance au collectif ou à l'interlocuteur de pouvoir se mobiliser. Donc, là encore, je bois du petit lait, ça fait beaucoup pour aujourd'hui. Mais par exemple, tu parles de lancement. Faire un lancement du projet versus la plupart des gens qui font, ou des entreprises qui font des lancements de plans d'action. Qui font un plan d'action, puis après qui essayent d'identifier le sens. On revient à nos discussions de tout à l'heure. Tu parles d'embarquement. Tu parles d'une interaction avec un interlocuteur qui, a priori, ne se mobilise pas vers ce demain et comment, en pratique, je fais quoi ce qu'a dit Julia, je viens identifier ses ressorts pour lui tendre la main et l'accélérer, ce que disait aussi tout à l'heure Vincent, pour l'aider à monter à bord du projet, mais à un moment donné, il faudra qu'on y aille dans le projet. Tu parles de réunion, de débriefing, de mobilisation. On a eu une séquence, on se pose, pas pour tirer sur les uns les autres, pas pour se culpabiliser, mais pour trouver des solutions en fait. Et là aussi, si vous demandez dans des organisations, tout le monde est persuadé de savoir faire ça. De fait, avec Jean-François, on aime bien les fiches, parce que ça veut dire quand on va regarder dans le détail de où tu l'as fait, quand, comment, c'était quoi le petit A, quelle était ton intention avant cet échange-là, quelles sont les erreurs à éviter quand on fait cette séquence. J'en prends une parmi les 12 sur la réunion de faire l'écho, j'imagine, Vincent, avec des séquences que tu as pu vivre. Je cherche quoi en fait? Je cherche à les amener à trouver des solutions. Donc, vrai questionnement, est-ce que je parle plus de la séquence qui s'est passée ou plus de demain? Si j'ai passé 1h30 à débriefer la séquence et 3 minutes sur la projection derrière, il faut que je me pose des questions. Donc on revient sur la responsabilité du leader par rapport au collectif, et c'est pour ça qu'à HRV, on a commencé par accompagner des leaders, parce qu'en fait, si le leader n'est pas en pleine possession de lui et qu'il ne comprend pas comment fonctionne son énergie, qu'il n'est pas accompagné pour le savoir parce que c'est pas inné, et le collectif en empathie. Donc on en revient sur l'importance de l'individuel pour le collectif et vice-versa. Exactement. Et alors, est-ce que tu aurais un exemple, peut-être toi, de situation rencontrée où tu te retrouves face à un leader, à un moment donné, qui n'est pas prêt à entendre ou qui est dans une forme de déni par rapport à ce que tu véhicules, tu fais ta part, tu lui donnes des éléments, on parlait de burn-out, on en parlera la prochaine fois avec Marie-Laure Brunet.
qui en parlent librement. Donc, mais est-ce que toi, tu as rencontré ça dans les accompagnements que tu fais? On a eu un... Enfin, alors, moi, je m'occupe de la direction, j'accompagne pas personnellement, mais je parle au nom des experts dont Vincent fait partie. À un moment, on a dû intervenir, donc c'était un atelier, donc plutôt collectif, auprès d'un COMEX. Et donc, à la fin de tout atelier, donc voilà, c'était de la sensibilisation, qu'est-ce que la variabilité de la fréquence cardiaque, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et donc on fait la mesure, et là, on voit que, au même titre qu'on peut déceler un burn-out carry ou un niveau de stress qui va amener une surcharge pour une personne, là ça relevait plus du médical, où en fait on s'aperçoit que la personne elle est en pré-AVC. Donc comment est-ce qu'on lui dit, nous c'est pas notre sort, on n'est pas dans le médical, mais par contre il va falloir agir rapidement. Et sauf que la personne, elle est déconnectée d'elle-même, donc elle sent même pas les symptômes en fait. Enfin, elle est tellement déconnectée qu'elle se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Donc là oui, il faut prendre la personne de manière individuelle. Comment est-ce l'importance de l'annonce, de l'accompagnement de l'annonce, et aussi de l'accompagnement du changement, parce que ça va forcément avoir des conséquences. Et donc là aussi savoir dire c'est pas de mon ressort, mais voilà les faits, voilà ce que dit ton cœur, et donc je t'accompagne à aller tout de suite aux urgences. Et donc heureusement la personne a été prise en charge à temps, et même de manière anticipée, ce qui a permis de justement sauver une vie humblement. C'est juste, on peut sauver les gens, sauver les gens de la mort. Ouais. On peut sauver les gens de la mort. Vraiment, je sais de quoi je parle, on peut les sauver de la mort. D'où l'importance d'une analyse qui est faite de manière manuelle et humaine. Ah voilà, absolument. Et vraiment, je viens là-dessus, et Bien on sûr. s'en garde avec pas mal de solutions qui sont Ouais. automatisées, qui peuvent, comme prendre le pouls, qui peuvent être intéressantes pour avoir une première image, mais Qui sont très insuffisantes qui pour sont quelque chose de très poussé. largement insuffisantes, sans aller dans des cas graves qu'on vient d'évoquer. Mais cette finesse d'analyse que vous avez, voilà, c'est un domaine d'expertise à part entière. Ah oui, et ça demande vraiment c'est une rigoureux, analyse fine. c'est de la formation comme tu constante. disais, par rapport l'importance d'avoir plusieurs mesures et de la singularité des personnes qu'on a évoqué plusieurs fois, on est tous différents, on a tous un mode de fonctionnement qui est différent. Ça demande au moins 2 mesures pour pouvoir comprendre le mode de fonctionnement de la personne, et la manière dont tu fonctionnes ou je fonctionne est complètement différente, et donc c'est d'un incomparable, et de deux ça sert à rien d'essayer de le faire. Oui, bien sûr. Les gens viennent nous voir essentiellement, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, donc, mais j'ai pas de solution. Bon, alors moi je vais me faire des ennemis d'abord dans un premier temps. Et je vais continuer ma cure de lactose là, parce qu'effectivement je bois du petit lait sur ce qu'il ne faut pas faire, et nous les parallèles de notre côté. Je suis très sérieux en vous disant ça. Parce que nous on voit fleurir bon nombre, et j'utilise le terme à dessein, de faux diag de leadership ou managérial. Alors on parle de quoi? On parle de gens qui se mettent dans une salle et qui, à un moment donné, par rapport à un regard, vont dire il faudrait quand même parler de digital, il faut alerter les collaborateurs sur le digital. Poser 3 questions. Ah oui, mais la reconnaissance c'est important aussi, Stéphane. Donc, ah bah oui, parce que moi je viens du développement personnel, et puis je vends des prestations de développement personnel. Donc ça m'arrangerait quand même que tu poses des questions autour de ça. Il n'y a pas de vision qui porte ça. Un collaborateur, dans notre jargon à nous, qui est préoccupé, ça veut dire qu'il est préoccupé. Et s'il est préoccupé, c'est que son esprit, mentalement, ou sa situation est occupée d'abord par quelque chose d'autre. Donc ça sert à rien de vouloir essayer de lui expliquer la vie. Il faut que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, mais pourquoi tu veux que je me mobilise vers la solution que tu me proposes, alors qu'aujourd'hui j'ai mieux, j'ai plus pertinent sur mon métier, et en plus je suis pas objectivé d'une manière ou d'une autre sur l'énergie que tu me demandes de dépenser aujourd'hui pour ça. Donc là, première question, embarquement, lancement. On leur déconseille de dire on passe du jour au lendemain d'une solution A vers une solution B parce que la direction l'a décidé, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on essaye de les sensibiliser sur toute la partie conduite du changement, parce que ce changement-là n'est bien sûr pas qu'un changement d'outil, mais il est un changement d'organisation, de vision, de stratégie d'entreprise. Et dans ce cadre-là, il faut que les dirigeants soient sensibilisés sur ces changements, et que l'intégralité des équipes le soit, et donc on les pousse
à faire tout ce travail de conduite du changement, on est face à des populations de techniciens et qui maîtrisent la technique, qui maîtrisent moins les relations avec le comportemental. Voilà, et donc c'est bien quand même de les sensibiliser à cet accompagnement. Alors moi du coup j'avais vu là-dessus l'idée de dire aussi que vous interdisiez certains contacts avec le client final de vos clients. Alors, ça c'est un point important, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où tous les métiers vont changer. Et il y a des monstres de la data. Et ces sujets-là vont être de plus en plus prégnants. Nous, notre objectif, je l'ai dit au début de l'intervention, c'est un objectif plutôt de sécuriser et d'accompagner une profession dans une évolution. Donc notre objectif n'est pas de capter la data, de capter les clients et de disrupter la profession et ensuite de travailler une relation directe avec le client des cabinets. C'est marrant parce que quand je t'entends parler, on emploie exactement le même vocabulaire en fait. Ouais. Tu travailles chez MyUnisoft? Non, mais en fait, je pourrais juste couper et mettre le bandeau HRV et ça serait complètement raccord. Mais on traite des données de santé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là? Comment est-ce qu'on les stocke? C'est des questions qui sont essentielles. Nous, on a une méthode qui est cryptée de bout en bout. On stocke les données sur des hébergeurs de santé agréés. Et c'est vrai que c'est bien de rassurer les gens par rapport à ça, que les données leur appartiennent et on les traite avec grand soin. C'est des éléments majeurs, tu vois. Typiquement, nous, en ce qui concerne la data, nos données sont hébergées en France sur un hébergeur français, ce qui nous évite de toutes les problématiques de Patriot Act, avec deux niveaux de data, un niveau de data détaillé qui est la propriété du cabinet, et donc sur lequel le cabinet va pouvoir bien conseiller son client en direct, mais également un projet de data anonymisé, mutualisé, donc un lac de données global sur du grand nombre, qui permet de benchmarker les données détaillées avec des données anonymisées, mutualisées. C'est aussi, nous, exactement ce qu'on fait, avec le fait de dire on s'intéresse au collectif, donc on ne veut pas avoir à aucun moment accès aux réponses aux questionnaires individuels. Okay. Et donc c'est pour ça qu'on a un partenaire qui lui va gérer, une fois qu'on a finalisé le questionnaire, l'envoi du questionnaire, le fait de récupérer la donnée individuelle, et ne va nous transmettre déjà à nous que de toute façon des éléments collectifs. Okay. Jean-François, peut-être des parallèles sur le leadership et le sport. Oui, alors avec une question, je me rappelle d'avoir interviewé un entraîneur d'athlétisme connu qui m'avait dit, ancien prof de gym, pas toute cette école qui a suivi, qui m'avait dit: j'ai un grand désarroi, moi, en tant qu'entraîneur, c'est le dopage. C'est-à-dire que je n'ai pas de levier pédagogique, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment parler, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que les choses ont évolué depuis. Et ma question est sur l'éthique, en fait. C'est comment on tient un discours éthique en tant qu'entraîneur, comment on se situe avec des gens qui sont quand même dans la tentation d'un résultat rapide. Parce que le dopage, c'est quoi? C'est un résultat rapide. Les athlètes vont vers le dopage parce qu'ils n'ont pas de réponse auprès des personnes qui sont en capacité de pouvoir les accompagner qui sont censés les accompagner avec bienveillance. Le nombre de cas d'entraîneurs que je rencontre qui me disent: Vincent, j'ai appelé le médecin, j'ai appelé ci, j'ai appelé ça, on me dit dis-moi de quoi tu as besoin, la réponse de Coluche, je vais t'expliquer comment t'en passer. Donc les athlètes se cachent, en se cachant, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils sont cachés, ils disent la vitamine C, il y a peut-être quelque chose de plus puissant que la vitamine C. Et du coup, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas de réponse auprès de personnes qui sont en face d'eux. Mais pourquoi ils n'ont pas de réponse? Du dopage, il y en a partout en fait, dans la société. Les managers sont tous dopés. Ils sont crevés, ils prennent des stimulants, ils n'arrivent pas à dormir, ils prennent des somnifères. Le tout, c'est comment est-ce qu'on peut rétablir un peu cet équilibre, mais simplement en parlant de choses simples. Et j'ai découvert une chose, c'est que faire des choses simples, c'est extrêmement complexe.
Et c'est pour ça que dans les accompagnements, quand on propose des remédiations, il y a souvent de la surprise. Juste ça? Oui. Oui. Après, c'est juste ça, mais bon, derrière, tu as 20 ans de recherche. Bah oui, bien c'est sûr. pas, voilà. C'est T'en le arrives à fruit. des solutions simples, Ah mais oui, bon, c'est derrière, le fruit d'un et travail. c'est là où vous êtes fort, c'est que dans vos expertises, que toi, ce soit la nutrition ou d'autres domaines, c'est que oui, on arrive à des remédiations qui sont très simples et qui, du coup, sont assez peu chronophages. On le voit dans la population des leaders. Des accompagnements, oui, mais est-ce que c'est pour rajouter une charge? Non, on n'a pas le temps de se rajouter une charge. Pour Alors, en fait, responsabiliser, comme ça, et tout puis à l'heure, des amener de la petites réponse. solutions qui prennent peu de temps, mais c'est des remédiations qui sont très simples et qui sont vraiment efficaces. Tu sais, Julia, qu'il y a une vraie différence entre voir et regarder, Oui. et entre entendre et écouter, parce que ça veut dire qu'il y a une forme d'éducation, et puis il y a un canal actif qui permet de regarder un diag sur une situation, qu'elle soit sur de l'énergie individuelle, qu'elle soit sur de l'énergie collective. C'est un peu pour ça qu'on a fait ce programme quand même. Oui. À l'origine, c'était quand même un peu l'idée de grandir sur des regards experts et inspirants sur des domaines, mais avec l'envie d'aller vers une finalité commune, où on grandit en fait dans les échanges. C'est le début, on l'espère, d'une série un peu différente, avec l'idée qu'elle puisse être diffusée le plus possible par les uns et par les autres. La seule exigence qu'on aura, c'est à partir du moment où elle est véhiculée à des tiers ou utilisée auprès de tiers, qu'on nous demande notre avis avant. Et quand je dis notre avis, c'est pas juste le mien, le tien, c'est celui des personnes qui nous ont fait confiance pour jouer le jeu de la démarche. Mais après, le but, c'est vraiment que ça se diffuse pour savoir que justement, il y a de la réponse. C'est un peu l'idée. Qu'une partie du médicament, en tout cas, existe. Donc moi, je voulais vous remercier. J'aurais aimé avoir un peu vos mots-clés. Le mien, ça sera justement motivation versus mobilisation. Et donc, merci d'avoir joué le jeu de l'intérêt du collectif. Merci parce que c'était riche. Je ne sais pas qui veut continuer avec son mot-clé ou son énergie. On dit richesse. Quand tu as commencé à me proposer justement ce format de regard croisé, j'étais intéressée, mais je ne savais pas où j'allais. Mais bon, j'ai écouté mon intuition, elle m'a dit oui, je l'écoute, on y va. Et justement, cette richesse, avec vos profils qui sont différents et les profils qu'on verra dans la prochaine vidéo, c'est toujours assez étonnant de voir le même niveau de vocabulaire et d'expression, alors qu'on n'œuvre pas du tout dans les mêmes domaines. Donc merci de cette richesse et de votre singularité. Moi, je dirais vers le partage, parce que c'est vrai que justement, on a pu, et merci à vous de m'avoir invité, parce qu'on a pu chacun partager nos expériences, et donc c'est ce que tu disais, hein, c'est grâce à ce partage, on voit comment avancer ensemble, comment améliorer nos actions individuelles et collectives, donc c'est vers le partage. Ah oui, mots-clés, donc ça sera rapidité, efficacité, simplicité. Alors en termes de mots-clés, il m'en vient un, et je vais juste raconter très rapidement une petite histoire. Je me rappelle d'un accompagnement individuel d'un dirigeant d'entreprise où pendant 3h30, il m'a expliqué tout ce qui n'était pas possible. Et je ne sais pas pourquoi, enfin ça doit être l'intuition dont tu parlais, je lui ai juste dit, il m'a dit qu'est-ce que vous pouvez faire, je vais vous apprendre à respirer. Et on va travailler la respiration. Ça vaut. Et là, c'est un moment de respiration pour moi. Ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose entre nous et dans les propos qui respirent. Ça veut dire que quand je dis c'est respire, ça c'est la fonction respiration, mais après ça donne du souffle. Il y a du souffle dans ce qu'on est en train de se dire. Donc voilà, le mot-clé, c'est souffle. Eh bien, merci. Oui, merci à tous. Merci à tous et à très bientôt pour les prochaines alors. Merci. Plaisir.